Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la création monétaire et de l'argent-dette. Ah ouais, j'ai vu une vidéo sur internet d'un Paul Grignon, je sais pas quoi, l'argent-dette, qui explique que en fait les banquiers vont devenir les maîtres du monde parce qu'ils vont gagner tout l'argent de tout le monde grâce justement aux intérêts. Ça fait flipper leur truc quand même, hein. Justement, dans cette vidéo, il y a un petit peu de choses vraies et beaucoup de fausses idées et de choses tout simplement techniquement fausses. Donc, comme le sujet de la création monétaire est complexe, eh bien, je vais faire cet épisode sous forme de questions-réponses en fonction des questions que j'entends le plus souvent à ce sujet. Allez, c'est parti! Bon alors question simple, d'où vient l'argent? Principalement de deux endroits. Le premier, c'est la Banque Centrale Européenne qui crée des pièces et des billets qui sont mis en circulation. La deuxième source, eh bien, ce sont les banques commerciales qui créent de la monnaie lorsqu'elles font des prêts à leurs clients. Donc tu dis que les banques commerciales peuvent créer de l'argent à partir de rien? Tout à fait. Et pour faire simple, la Banque Centrale Européenne autorise les banques commerciales à créer une certaine quantité d'argent qui est proportionnelle à leurs fonds propres. La seule condition à cette capacité à créer de l'argent, c'est de le détruire lorsqu'il est remboursé par les clients. Prenons l'exemple simple et fictif d'une banque qui aurait 1000 € de fonds propres au démarrage. La Banque Centrale Européenne lui autorise un levier de 15, c'est-à-dire qu'elle peut créer jusqu'à 15 000 € d'argent. La banque crée ces 15 000 € sous la forme de prêts à ses clients. Ensuite, lorsque ses clients remboursent leurs prêts petit à petit, elle détruit en même temps cet argent qui est remboursé. Et c'est cette destruction monétaire qui va lui permettre de créer de nouveaux prêts à de nouveaux clients. La contrainte, bien évidemment, c'est de ne jamais dépasser 15 000 € d'argent créé en tout. Ah oui, bah ça j'avais bien compris. Mais du coup, comme le banquier demande des intérêts, il va récupérer auprès de son client plus qu'il ne lui avait prêté à la base. Regarde, je vais t'expliquer, tu vas voir. D'un côté, j'emprunte 1000 € pour un mois. Du coup, la banque crée 1000 € et me les donne. À la fin du mois, je lui rends ces 1000 € et là, bam, il me demande 5 € d'intérêt. Alors du coup, les 1000 € là, c'est un peu du faux argent parce qu'il les a créés et puis quand je les lui rends, il les détruit. Mais les 5 € que je lui donne, c'est des 5 € de vrai argent qui vont pas disparaître et ça va bien dans sa poche. Et c'est ça qui est dénoncé dans la vidéo de Paul Grignon. Et oui mais non, pas du tout, et pour ça, il faut comprendre et admettre deux choses. La première et la plus simple, c'est que ce système d'argent-dette, en gros, date de la fin des accords de Bretton Woods en 1973. Et cette date fait référence à la fin de la convertibilité du dollar en or. L'idée, en fait, avant, avec le standard or, c'est que pour créer de la monnaie, eh bien, il fallait miner de l'or. Donc, à la naissance de notre système monétaire d'argent-dette en 1973, on peut admettre qu'il y avait une base monétaire initiale qui représentait tout l'argent en circulation à l'époque. Jusque-là, ok, pas de souci. Et pour bien comprendre ce système financier basé sur l'argent-dette, il faut aussi comprendre que le cycle qui permet de l'expliquer et de les comprendre est désynchronisé. Alors, on va faire simple et on va prendre un exemple. Admettons tout à l'heure avec ma banque à 15 000 € que tu fasses partie des clients qui ont emprunté 1000 €. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu as fait avec ces 1000 €? Bah, comme je suis boulanger, je me suis acheté un nouveau pétrin pour faire du pain. Et alors? Donc en gros, avec ces 1000 €, bah, tu as fait du pain. Ouais, c'est ça. Et par hasard, le banquier qui t'a fait ce prêt, il vient pas tous les soirs chez toi pour t'acheter du pain? Bah si, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, bah, c'est que tu vas pouvoir payer les intérêts que tu dois à ton banquier avec l'argent qu'il te donne pour payer le pain. Et d'ailleurs, s'il peut t'acheter du pain, c'est parce que tu lui as payé des intérêts. Si vous voulez comprendre beaucoup plus finement cette histoire, je vous conseille l'excellentissime vidéo d'Eureka qui a fait justement tout un sujet là-dessus pour bien comprendre cette histoire de cycle asynchrone. Sinon, si vous voulez pas aller la voir, eh ben, faites-moi confiance, ça marche. Et cette histoire de banquier qui capte tout l'argent du monde grâce à la force des intérêts, bah, c'est juste absurde. En fait, ça n'a aucun sens. Bon, sur le principe, d'accord, mais dans les faits, le banquier, il me facture un taux d'intérêt, c'est un peu selon son humeur, ça change tout le temps. Regarde, moi quand je vais chez le coiffeur, je sais que ça va me coûter 15 €. J'ai un coiffeur pas cher.
Et grosso modo, à l'inflation près, d'une année sur l'autre, ça bouge quand même pas des masses. Alors que les taux d'intérêt du banquier, j'ai quand même l'impression qu'il essaye de se faire de la gratte. Parce que qu'est-ce qui peut justifier qu'un taux monte beaucoup plus ou descende beaucoup plus, alors qu'au final, la quantité de travail que ça lui demande, c'est la même? Ok, pour comprendre ça, il faut comprendre ce que l'on achète, ce que l'on paye dans un taux d'intérêt. Pour repartir sur l'exemple du coiffeur, il faut bien comprendre que dans son cas, le prix est certain et connu. En gros, le coiffeur sait à peu près, de façon assez fidèle, combien il a de clients tous les mois. Et puis, il sait aussi combien lui coûtent ses employés. Et il sait aussi combien lui coûte tout le bazar de coiffeur dont il a besoin pour couper des cheveux. Et enfin, lorsque vous arrivez chez le coiffeur, il sait que 20 minutes plus tard, vous allez le payer. Donc il n'a aucun problème, en fait, il n'a pas de problème de risque sur l'avenir. Pour le banquier, c'est complètement différent car en réalité, le point essentiel dans un taux d'intérêt, c'est que l'on achète la valeur du temps. C'est beau, mais c'est un peu philosophique quand même, t'as pas plus concret ? Lorsque tu as fait ton prêt de 1 000 €, tu as demandé au banquier qu'il te donne 1 000 € que tu vas dépenser en sachant que tu as l'espoir de retrouver ces 1 000 € lorsque tu devras rembourser. Il y a donc un pari sur l'avenir. Si jamais, pour une raison ou pour une autre, tu ne peux pas retrouver ces 1 000 € et que tu ne peux pas rembourser le banquier, eh bien pour lui ce sera une perte et il devra la déduire de ses fonds propres. Et tout le travail du banquier, normalement, dans un système sain, c'est d'évaluer les risques et les opportunités dans l'avenir. Bon, alors dans ton cas, 1 000 €, c'est pas grand-chose. Et en plus, tu vas le rembourser dans 1 mois. Donc le risque est faible. Donc le taux d'intérêt sera bas. Par contre, si tu demandais 50 000 € pour créer une boulangerie en remboursant sur 10 ans ton prêt, alors là, l'évaluation des risques serait complètement différente et le temps dans lequel tu demandes au banquier de se projeter est bien plus long, 10 ans. À ce moment-là, le taux d'intérêt, inéluctablement, sera plus élevé. Bon d'accord, mais en vrai, le gars, il connaît son métier, il sait faire des prévisions, donc en gros, il se plante jamais, il gagne toujours de l'argent. Quand le système capitaliste fonctionne normalement, cette partie en réalité est loin d'être évidente. Et si vous voulez comprendre la finesse de la chose, j'avais fait une vidéo sur l'argent gratuit. Et si vous voulez me croire sur parole, retenez qu'un taux d'intérêt élevé traduit un risque élevé dans l'avenir. Il faut bien comprendre que l'avenir se dévoile sous nos pas. Donc il est très compliqué d'évaluer en fait le prix de l'avenir. Dit autrement, si les taux d'intérêt sont élevés, c'est parce que les banques qui ont proposé des taux d'intérêt plus bas n'ont pas réussi à gagner d'argent ou alors ont carrément fait faillite. D'accord, c'est convaincant tout ça, mais on est aussi d'accord pour dire qu'aujourd'hui la finance est très dérégulée et pour autant, je constate pas ce que tu me racontes dans les faits. Eh bien, c'est une très bonne question car c'est en réalité la seule question qui vaut le coup de se poser. Et quand je vois l'actualité, les évolutions de l'actualité, je me dis que je peux répondre de façon de plus en plus affirmée en étant de plus en plus sûr de moi. Alors, c'est parti! Le secret, c'est qu'aujourd'hui, la finance, le système financier est très très mal régulé et sous-régulé. Et pour comprendre ça, il faut repartir de la définition des taux d'intérêt. Comme je vous l'ai expliqué, définir le taux d'intérêt applicable à un marché, c'est très compliqué. Du coup, le plus logique, ce serait de laisser les marchés fixer les taux de l'argent sans que les banques centrales s'en mêlent comme elles le font aujourd'hui. Mais ceci ne serait possible qu'à 3 conditions. Premièrement, la monnaie doit rester un bien collectif, un bien commun, car son coût de production est de 0. Produire de l'argent ne coûte rien. Il s'agit d'une convention pour que l'on puisse s'échanger des trucs. Il est donc naturel, logique et sensé, et tout ce que vous voulez, que ce soit l'État qui gère la monnaie. Et vous me direz, oui, mais l'or, ça a bien marché pendant des milliers d'années. Certes, mais l'or, en réalité, a son rôle lorsqu'il y a une véritable défiance dans la capacité à se gérer collectivement. Donc, une vraie défiance envers les États. C'est donc un constat d'échec. Dans l'idéal, c'est à l'État de gérer la monnaie correctement. Deuxièmement, en conséquence, les activités touchant à la création monétaire touchent au bien commun et devraient être fortement régulées, bien plus régulées qu'aujourd'hui. Je vous donne quelques exemples.
Il est absolument anormal que des banques soient trop grosses pour faire faillite. Il faudrait les empêcher d'atteindre une taille critique qui menace l'économie. Il est absolument anormal que des banques aient des leviers d'endettement supérieurs à 10 voire à 15 grands maximum. Ça fait courir un énorme risque sur l'économie car on sait historiquement que ce qui marche, c'est des leviers compris entre 10 et 15. Au-delà, en cas de crise économique, de crise financière, eh bien on risque de provoquer la faillite des banques. Il est absolument anormal que les banques de dépôt puissent avoir des activités de marché où elles mettent à risque les dépôts qu'on leur a confiés. Il est absolument anormal que des banques d'affaires, ou du moins les entreprises du shadow banking, puissent créer des produits comme les CDS dont je vous ai parlé avec Risk Alpha dans notre dernière vidéo sur les assurances, sans avoir l'obligation de provisionner les risques pour lesquels elles vendent des protections. Plus quelque autre chose qui ne devrait pas exister dans le monde de la finance que je vous épargne, car ce n'est quand même pas le sujet de la vidéo du jour. Troisièmement, dans une économie de marché capitaliste, il est absolument crucial de laisser les entreprises faire faillite afin que les activités non rentables et qui mobilisent du capital humain et financier disparaissent pour libérer ces capitaux afin que d'autres entreprises puissent le reprendre à leur compte pour créer de la croissance. Or, aux États-Unis notamment, la croissance économique fait partie des missions de la Banque centrale américaine. Et ça tue globalement le processus de destruction créatrice puisqu'on cherche à protéger l'économie des crises économiques. Et au final, ça consiste à augmenter les déséquilibres de plus en plus jusqu'à ce que des crises monumentales viennent crever les différentes bulles financières que cette politique ont créées. Voilà, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu que tous ces débats sur la création monétaire, dans le fond, n'ont aucun intérêt. On peut inventer 1000 systèmes différents pour avoir une monnaie commune et en soi, tant qu'ils sont cohérents en interne par rapport à eux-mêmes, on pourrait tous les utiliser. Mais c'est pas ça le sujet. Les sujets, il n'y en a que deux. Le premier, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour créer de la richesse. Et le deuxième sujet incontournable, c'est comment est-ce que nous nous organisons pour assumer la prise de risque nécessaire au développement d'une économie. Et ça, c'est toute la partie sur la réglementation du système bancaire et le laisser les entreprises faire faillite quand elles sont trop mauvaises. Tout le reste, je vous assure que ce ne sont que des faux débats et du baratin. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Aujourd'hui, nous allons parler d'assurance. Et quand je dis « on », c'est parce que nous avons Alpha de la chaîne Risk Alpha avec nous. Salut! Du coup, aujourd'hui, j'ai accordé un congé à mon jumeau maléfique.